Haut plateau, route dantesque et surprise à chaque virage. Bienvenue dans l'un des États les plus fascinants d'Amérique. The Nekovan Project vous embarque sur les routes incroyables de l'Utah. De Zion à Canyonlands, l'Utah compte 5 grands parcs surnommés les Mighty Five, les 5 fabuleux, les 5 formidables ou encore les 5 majestueux. Ils sont tout ça, vous allez voir. Déserts arides, falaises gargantuesques et couleurs hallucinantes. 2 heures après Vegas, l'Utah nous offre déjà des images extraordinaires. Le parc est un canyon étroit, comme le qualifiaient les Premières Nations. Puis les Mormons l'ont baptisé Zion à la fin du 19e siècle. C'est le refuge, le sanctuaire. L'Utah est le berceau de la 4e religion des États-Unis. L'Église mormone est souvent considérée comme une secte qui prône conservatisme religieux et prosélytisme. Tout dans le parc a été baptisé par les Mormons. Canyon Kolob, Cour des Patriarches, Tabernacle d'Hommes, et même la randonnée la plus célèbre, Angel's Landing. C'est l'une des plus dangereuses du pays. Il faut un permis pour se rendre au sommet. Le chemin sillonne à flanc de falaise, à flirter avec des strates de gris rouge, façonnées par la rivière en contrebas pendant des millénaires. En dépit des appellations mormones, c'est bien le canyon qui s'offre aux yeux des randonneurs. De si haut, la grandeur de l'Ouest américain prend tout son sens. Quelle claque encore! La descente s'annonce au moins aussi ardue que la montée. Ce matin, nous étions quasiment seuls dans les lacets pentus du sentier. Nous descendons heureux et légers dans la vallée, littéralement à contre-courant. Le lendemain, changement de perspective. Est-ce qu'on est prêt? Super prêt. La outfit. Voilà. La grande classe. Nous partons affronter la Virgin River. Chaussures. Wouhou! Nous avons loué des combinaisons néoprène. L'eau est froide. C'est l'une des curiosités de Zion, une randonnée dantesque dans le lit de la rivière. Là où Angel's Landing tutoie les sommets, The Narrows, littéralement passage étroit, vibre dans les tréfonds du parc. Dans la fraîcheur de cette eau aussi calme que tueuse quand elle est en crue, là où tout a commencé, là où pour mieux se déplacer, un bâton de pèlerin est nécessaire. Le divin ici n'est jamais vraiment loin. Dans le canyon. Là, il y a de l'eau qui vient, on est là. Et c'est beau. Nous épousons les formes arrondies des roches polies par le temps et l'eau. Nous sommes dans les flots.
À un endroit précis, l'eau nous enveloppe jusqu'à la taille. Il est temps de repartir, gagné par le froid. Zion est sauvage et incroyable. Dans la petite ville de Springdale, les cerfs vivent en liberté et s'aventurent près des visiteurs. Nous quittons le parc par la route UT9 qui monte tout doucement en courbe serrée. Un dernier au revoir spectaculaire et nous fonçons vers la sortie du parc. À l'extérieur, nous faisons voler le drone pour prendre une fois encore de la hauteur. Nous partons vers Mont Carmel et Bryce Canyon. Il était dit que nous suivrions la route des Mormons. Bon matin, de la neige. Youhou! C'est une grosse surprise. Ce matin, à quelques kilomètres de Bryce Canyon, nous nous sommes réveillés sous la neige. Le réchaud peine à propulser notre café. Il fait trop froid. Et évidemment, Neko montre de nouveaux signes de faiblesse. Il démarre dans un nuage noir. Ça ne s'annonce vraiment pas bien. C'est peut-être un peu comme notre équipement pour la neige. Attends, mais il a du mal à se lever. Il fait tellement froid dans le van que même la couette n'était pas suffisante. Quand on a tiré le rideau, on a vu qu'il y avait de la neige. Parce qu'on a entendu grésiller toute la nuit, enfin une bonne partie de la nuit. Ça faisait un bruit de tonnerre avec le vent. Bon, on a quand même réussi à se lever, faire un café, tout ça allait mieux. C'était cool. Moment, Dans la neige et le froid. Lui, il était encore sous la couette. Il a pas voulu démarrer. Il n'a pas voulu démarrer, ça a été vraiment compliqué. Je pense qu'on est à nouveau dans la marde. Je pense qu'on a toujours les mêmes problèmes en fait. En fait, on n'a rien réglé comme d'habitude. Bryce Canyon compte la plus grande collection de hoodoos, des demoiselles coiffées, créées sous l'effet de l'érosion et de la glace, présente la moitié de l'année ici. La fine couche de neige apporte une dimension ésotérique au lieu. Nous marchons de longs kilomètres, transis de froid. La boucle des fées en vaut la peine. À chaque détour, nous ressentons la mythologie des lieux. Pour les premières populations d'ici, les hoodoos constituaient le peuple légendaire que le fourbe coyote avait transformé en pierre. Elle les nommait les visages peints en rouge. Certaines figures géologiques ressemblent à des monuments. Voici London Bridge. Cuisiner dans le froid est une épreuve. Nous passerons la soirée dans Neko. Et voilà, après la rando, on est au chaud avec une bière. Avec une binge, ça fait plaisir. Et on J'ai sortira de la plus du place van. pour ma tête. Et on sortira plus du van de toute la soirée. Jamais. C'est mort. Jamais. D'ici la fin de semaine, ouais. Allez, vous faites. Allez, bye. Tchè. Au matin, Neko est totalement givré. Le ciel bleu acier et le soleil nous réchauffent un peu, mais nous partirons avec difficulté. Nous profitons une dernière fois du parc et de ses couleurs angéliques. Les hoodoos sont sublimes. Nous saluons l'un des plus mémorables, le marteau de Thor. Pour plaire à Neko qui va de mal en pis, nous descendons en altitude en direction de Capitol Reef.
Enfin, c'est ce que nous croyons à ce moment-là. Capitol Reef est l'un des trésors bien cachés de l'Utah. C'est le moins fréquenté des 5 parcs. Pourtant, le soleil frappant les falaises de la chaîne de montagnes Water Pockets est ahurissant. Nous oublions les enjeux avec Neko, qui lancé, avale les kilomètres de la route UT24. La montagne dantesque que nous suivons est le résultat d'un soulèvement de la croûte terrestre il y a des dizaines de millions d'années. Ici, les forces tectoniques ont rencontré une faille qui a fracturé le relief. La partie ouest culmine 2000 mètres plus haut que la partie est. Puis l'eau a érodé la zone et a créé des merveilles géologiques, des arches à l'équilibre prodigieux et toutes sortes de stries dans la paroi. On est dans les Mighty Five, les 5 parcs de l'Utah. Et ça, c'est le 3e. On va faire les 2 derniers. On a failli pas venir ici, on va y aller. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas des bêtes. Nous randonnons sur un sentier extraordinaire d'où nous surplombons de Castle, qui ressemble au rempart d'un château du Moyen-Âge. Au pied de la falaise vertigineuse se dévoile Fruta et ses vergers, une oasis exploitée par les Mormons dès la fin du XIXe siècle. Une école a été classée site historique. Nous rencontrons 2 amis qui discutent des élections présidentielles avec confiance. En voyage, ils ne pourront même pas voter. Plutôt démocrates, ils considèrent les contre-pouvoirs en place suffisants pour veiller au bon fonctionnement de la démocratie américaine. Et quoi du mal avec l'altitude élevée de Capitol Reef? Nous partons plus rapidement que prévu. Nous suivons une route scénique qui se faufile entre escarpements et cours d'eau. La rivière Fremont joue un rôle immense dans le relief de la vallée et dans l'irrigation d'une agriculture de subsistance qui a nourri un nombre limité d'humains au cours des siècles. Au milieu du désert, dans l'un des coins les plus reculés des États-Unis, nous traçons notre sillon entre des roches rosées par le temps, des cours d'eau nourriciers et impromptus, et des arbres feuilles dorées par la quiétude de l'automne. En avançant vers l'est, le parcours est digne de la planète Mars. Nous longeons ce qui ressemble à une bastille infranchissable. C'est un désert gris teinté de bleu, stérile et inhospitalier. Le schiste a créé des contreforts ténébreux. Le corridor est terrible. C'est peut-être là les portes de l'enfer qui nous attend plus loin. Nous roulons coûte que coûte vers la suite, à travers des paysages foudroyants de beauté. Neko tient le coup. C'est certain, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Demain, nous serons à Arches.
Arches, ce parc et ses monuments naturels ne ressembleraient à aucun autre. Il y a plus de 2000 arches ici, des caractéristiques géologiques fruits de millions d'années de transformation. Le grès rouge, raviné en permanence par l'eau et la glace des hauts plateaux, est traversé par des pressions qui rendent certains endroits de la roche plus solides, laissant en dessous des zones plus fragiles, plus exposées à l'érosion. Des arches magnifiques. Les plus célèbres sont Delicate Arch posée sur un plateau et Landscape Arch, la plus longue d'Amérique du Nord, avec quasiment 100 mètres d'ouverture. Elle ne tient plus qu'à un fil. Une partie s'est effondrée il y a une trentaine d'années. Tout peut changer en un instant ici. C'est ce que nous apprend le Jardin du Diable, un secteur du parc au relief périlleux. Nous grimpons à même la roche, évitons des poches d'eau. Nous nous agrippons sur des sentiers pentus et glissants. Rester dans la traque, sans abîmer les lieux hyper fragiles, est déjà une équipée. Quelque chose, c'est possible. Allez. J'espère que c'est bien ça, hein. Un jet bleu nous dirige majestueusement. Le Jardin du Diable est plutôt un paradis de merveilles absolues. Nous avons du mal à quitter le parc. Nous profitons des lieux avant de vivre un épisode que nous n'avions clairement pas anticipé. Les hauts sommets enneigés au loin, à plus de 3500 mètres d'altitude, semblaient pourtant nous envoyer un message. Un mur blanc. On voit rien du tout. C'est beau, hein, il y a la rivière Colorado, tu s'en vas. Ouais, a priori ça a l'air très très beau comme endroit. On voit rien. La partie nord de Canyonlands est complètement bouchée. En bas coule le Colorado, nous n'en verrons rien. Nous rejoignons sous une pluie diluvienne et un froid glacial Mesa Arch. Une arche spectaculaire accrochée à la falaise. À l'arrière, le panorama est grandiose. La neige fait son apparition et en quelques minutes, Neko est recouvert d'un blanc pur. Nous repartons dans le blizzard. Si on est venu en Utah, surtout après avoir fait la partie nord cet été, c'est parce qu'on savait et on pensait qu'il ferait beau et chaud. La réalité, c'est que en perdant du temps à Vancouver et en perdant du temps partout, on a un mois de retard. La neige, elle a pas un mois de retard. Dans la marde. Soit en camp. Pour la première fois, nous ne savons pas si nous sommes capables de dormir dehors. La raison l'emporte et nous atterrissons dans un hôtel. Et si c'est bon de se doucher et boire une bière au chaud, nous commençons pour des raisons budgétaires à rationaliser nos vivres et nos portions de fromage. Nous laissons l'hôtel et la ville de Moab derrière nous. Nous filons vers la partie sud de Canyonlands, de Needles, les Aiguilles
c'est une zone encore plus sauvage et reculée de l'Utah. Le paysage se fige, désolé et emmuré sous une pellicule de glace. Nous filons vers l'horizon. Une toile blanche et grise, étouffée par le silence. Dans cet abandon, nous dépassons des vaches. Quelques-unes sont à terre, frigorifiées. La route est interminable. Alors, je sais pas si c'est parce que, je crois, elles se sont fait attaquer par un mountain lion qui était affamé. Peut-être. C'était pas bien les vaches. Eh ben c'est Noël avant l'heure. Même au Québec on n'a pas de la neige comme ça au mois de novembre. Nous arrivons à Newspaper Rock, qui compte 650 pétroglyphes millénaires. La neige laisse place aux cairns, des balises chaoteuses sur les sentiers. The Needles se dévoile. Brute. Solitaire. Nous entamons le Picabo Trail. C'est l'un des plus exigeants de la zone. Le chemin débute au milieu des broussailles. Et très vite, le sentier devient périlleux. Nous escaladons des roches totalement lisses. Nous empruntons parfois des échelles pour enjamber un canyon. Nous rencontrons Pat, un volontaire qui va transformer notre passage ici. Avec lui, nous comprenons les lieux, et plus encore. Nous parlons politique, psychologie, pics en forme d'oiseau. Et nous traversons le Picabo, une lucarne mythique dans la roche. Il y a des millions d'années, c'était la mer ici.
Après une pause lunch, tout change. La végétation, les falaises aussi. Nous trouvons de nouvelles inscriptions ancestrales. Et toujours ces aiguilles en équilibre précaire. Le trail est éprouvant, mais sublime. Après 16 km de marche, nous retrouvons Neko et la vie extérieure le soir. Nous faisons un deal avec Pat. Nous repartons chez lui, à Moab. Nous allons y suivre les élections. Avec du culot, en parlant aux policiers, nous rentrons dans un bureau de vote. Nous posons des dizaines de questions dans ce fief républicain où les pionniers et les ranchers, nostalgiques des westerns tournés pas loin, s'expriment à voix basse. Trump a gagné. Devant un café, c'est l'heure des news. C'est l'heure de repartir aussi. Nous prenons la décision cruelle de ne pas rejoindre le Colorado, où les routes sont déjà bloquées par la neige. Plutôt que de remonter vers sa source, nous nous laissons emporter par les courants de la Colorado River. À petite vitesse, Neko glisse le long de falaises immenses. Nous faisons route vers les hauts plateaux du Grand Canyon et de l'Arizona. Ce sera une aventure là encore. Un saut dans cette Amérique incroyable et imprévisible. Une Amérique pratiquement toute républicaine depuis hier. Restez encore un peu. Nous vous racontons la suite dans un nouvel épisode de The Neko Van Project.